rebonjour pour ceux qui nous rejoignent. Donc, nous arrivons à la plénière de clôture de la matinée sur l'entrepreneuriat féminin, cette plénière Emerging Mediterranean, qui est modérée par Yves Delafont, président d'Africa Link, et qui aujourd'hui reçoit de nombreuses personnalités méditerranéennes, européennes, mais aussi, bien entendu, d'Europe, qui vont partager leur expérience. Et mon cher Yves, je te passe maintenant le micro pour la modération de ce très beau panel. Et je vois Bertrand Badré qui est déjà là. À toi, Yves. Merci Samir. Bonjour à tous. On va parler de désir, de volonté, de courage, de résilience, d'envie. On va parler d'entrepreneuriat, et en particulier d'entrepreneuriat féminin. Et pour qui connaît un tout petit peu notre grand continent du Sud, l'entrepreneuriat féminin est une donnée permanente et extrêmement importante. Il n'y aura pas de pérennité de l'émergence sans un tissu de PME dense, varié, riche, réparti sur l'ensemble du continent. Et les hommes et les femmes d'Afrique sont aux manettes, et en particulier la partie féminine de l'homme. Karima El Hakim, vous êtes en Égypte. Bonjour, je ne vous ai pas dit bonjour ni à Bertrand, ni aux autres qui sont là. Vous êtes donc au Caire, je crois, et vous avez une expérience déjà assez longue, d'abord dans un incubateur, je crois, et une structure de financement et d'accompagnement de start-up. Et puis, vous avez récemment rejoint Fawry, qui est une société de mobile payment. Et ce que je souhaitais vous demander, c'est dans l'ensemble des projets que vous avez pu suivre, gérer, accompagner, quelle est la caractéristique féminine, peut-être même la proportion, pour parler chiffres, dans cet ensemble? Merci beaucoup pour votre présentation, et je suis vraiment ravie de participer avec vous depuis le Caire en virtuel. J'aurais bien aimé être présentiel avec vous, peut-être pour la deuxième fois, mais vu la circonstance de ce qui se passe, peut-être on remettra ça en présentiel l'année prochaine. Juste pour faire le point sur la proportion des femmes en tant qu'entrepreneuses dans le landscape entrepreneurial en Égypte, on reste aussi très loin, comme partout dans le monde, avec une proportion très, très petite. Par contre, on ne parle pas toujours des entrepreneuses qui ne viennent pas des milieux privilégiés. Beaucoup de gens considèrent l'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment des startups, les founders qui vont faire des levées de fonds de plusieurs millions de dollars pour lancer leur application digitale. Mais on ne regarde pas les femmes entrepreneuses qui travaillent en individuel avec des corporations ou des compagnies comme Fawry qui essayent de leur présenter un emploi depuis chez eux. Je voulais peut-être faire le point sur une initiative qu'on avait fait à Fawry depuis 2 ans, qui s'appelle Hey Fawry. Ça veut dire en arabe Elle et Fawry. Et on a muni 400 femmes avec qu'on appelle des agentes, avec le point de vente POS de Fawry, qui permettent à ces femmes de faire un business et de devenir leur propre boss, leur propre patronne, et de faire le tour de leur communauté et d'essayer de vendre des produits de nos partenaires de la grande consommation, par exemple. Donc, on a beaucoup d'initiatives qui viennent depuis les entreprises, non seulement des fonds d'investissement, mais vraiment des entreprises qui essayent de faire l'inclusion. Et ça ne compte pas toujours dans les chiffres des entrepreneurs, des entrepreneuses de tech.
Donc, c'était une des premiers points que je voulais aborder. Et puis, au niveau des accélérateurs et des incubateurs et des fonds d'investissement, nous allons revenir dessus dans la, dans, au sein du panel plus tard. Par contre, je peux vous dire qu'il y a des mandats et des agendas très spécifiques qui viennent depuis le gouvernement égyptien pour donner des incentives ou des motivations à ces fonds d'investissement et à ces incubateurs d'accepter plus de femmes. Donc, peut-être une subvention de leur programme, par exemple, peut venir depuis des agences internationales de financement ou depuis le gouvernement même. Et ils permettent à donner des motivations à ces accélérateurs qui parfois sont des accélérateurs privés pour pouvoir accepter plus un quota féminin avec une subvention depuis ces acteurs de financement. Merci bien. Je rappelle que Fauris, c'est quand même 30 millions de clients, je crois, et une collecte de fonds sur 2020 de 4 milliards et demi d'euros. Donc une vraie réussite. Merci beaucoup. Isadora Duncan. Bigourdan, Duncan. Bigourdan, bah oui. On a des références. J'ai pas prévu de danser, mais on peut faire ça après. Merci d'être là. Vous êtes la locale de l'étape. AFD. Digital Africa est un programme qui, je crois, porte sur 130 millions d'euros de l'AFD, donc c'est quand même significatif, avec quelque chose qui, moi, me paraît extrêmement intéressant, c'est bien sûr le digital, mais surtout de l'innovation de rupture et vers l'économie réelle. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, avec ma voisine, parce que c'est aussi un vrai sujet. Même punition. Il n'y a rien d'écrit, d'ailleurs, dans tout ce que j'ai pu voir sur ce panel, de spécifique féminin. On parle d'entrepreneuriat, mais alors quelle est la part féminine dans ces programmes de l'AFD et plus particulièrement de Digital Africa? Alors Digital Africa, c'est effectivement 130 millions d'euros en soutien en fait à l'émergence d'innovations numériques au service de l'économie réelle sur le continent. Parce que nous, notre intuition, c'est que le numérique est un vrai levier de développement et d'accélération sur le continent et qu'il y a aussi beaucoup d'inspiration à y trouver, à la fois pour le continent tourné vers l'économie réelle, mais pour le monde de manière générale. Quand on parle spécifiquement des femmes et du numérique aujourd'hui, et c'est un sujet qui n'est pas spécifique à l'Afrique, hein, c'est pour les compétences numériques, elles représentent 1/5 seulement en fait, des spécialistes en fait, du numérique sur le continent, alors que, pourquoi pas, les femmes sont tout aussi qualifiées que les hommes en fait, pour avoir accès à ces opportunités de ce qu'on appelle la digital economy. Donc nous, chez Digital Africa, je n'ai pas le temps de développer toutes les actions, je vais en prendre quelques-unes pour vraiment bien montrer. Donc on agit sur 3 piliers, qui est le renforcement des talents, le financement des startups en amorçage et la partie recherche et politique publique, puisque une startup, elle évolue dans un écosystème et que donc elle a besoin d'avoir un écosystème qui soit favorable à la fois en termes de qualité en fait de recherche disponible et également de cadre réglementaire et légal. Donc quand on fait un focus sur les compétences numériques et les femmes, notre approche à nous déjà, c'est de toujours prévoir que à parité, en fait, nos programmes vont être ouverts aux hommes et aux femmes. Donc on a vraiment cette approche, on va dire, volontariste, qui est peut-être pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister et de porter ses fruits, puisque naturellement, on voit que les femmes vont pas forcément embrasser des carrières techniques numériques et vont plutôt laisser ça aux hommes, si on en croit les statistiques. Donc concrètement, on a lancé un programme avec la coopération allemande qui s'appelle Talent for Startup, qui a comme ambition en fait d'accompagner les startups dans le recrutement de talents locaux, puisque 70% des entreprises en Afrique aujourd'hui disent ne pas trouver les talents locaux dans le numérique qu'elles chercheraient. Donc l'idée, c'est, on a identifié avec les startups de notre réseau quelles sont les compétences dont elles ont besoin. On va travailler avec des
DEPs, donc en pas bon français, des organismes de formation qui proposent ces formations. Et on va verser des bourses à des apprenants qu'on va ensuite connecter en fait à notre réseau de start-up pour garantir l'employabilité rapide. Et là, typiquement, on a prévu que les bourses soient attribuées à parité à des hommes et à des femmes. Et on va avoir une politique plutôt volontariste pour que des femmes embrassent des métiers techniques du numérique et aillent vers des métiers de data, de machine learning et puis puissent s'intégrer dans les startups et intégrer les startups. Donc ça, c'est une des premières approches qu'on a. Autre chose aussi qui nous paraît très important quand on parle d'entrepreneuriat féminin, c'est aussi de créer des vocations et de faire tomber les barrières, les croyances limitantes en fait, et de se dire c'est par la mise en avant de rôles modèles et de femmes qui réussissent dans la tech et qui sont tout à fait légitimes sur leur sujet donc de créer des vocations en fait auprès des femmes et des filles surtout, parce qu'on voit bien que la problématique elle commence très tôt finalement, parce que quand on regarde dans les métiers, donc les sciences, l'ingénierie, les mathématiques, donc ces matières-là, c'est dès l'école que ça se passe en fait, de dire aux petites filles, les mathématiques, l'ingénierie, c'est pas réservé aux garçons. Et ensuite, quand on regarde les statistiques, au niveau master, on est sur une parité. Et puis, au niveau des PhD et de la recherche, là, il y a un décrochage, en fait. Et il y a beaucoup plus il y a 80% ou 85% de garçons, d'hommes, et les femmes lâchent, en fait, au moment d'embrasser des carrières de recherche et d'aller plus vers des métiers très techniques. Donc, les deux façons que nous, on a très concrètes, en fait, c'est on a créé un média qui s'appelle Resilient Digital Africa, que je vous invite à aller voir, dans lequel on donne à porter la voix à des modèles en fait de la tech en Afrique qui sont peut-être plus confidentiels, donc on leur permet d'exprimer, et dans ce média-là, vous verrez, il y a beaucoup de femmes qui sont sur des métiers très techniques de la tech et qui portent aussi leur leadership féminin dans ce milieu-là. Et puis, on travaille aujourd'hui à développer des incubateurs de recherche, en fait, mais des incubateurs, donc faire le lien entre des femmes qui travaillent sur des sujets de recherche très pointus et des compétences entrepreneuriales pour leur permettre de développer des entreprises et des startups à partir de leurs connaissances techniques et donc de vraiment lier cette excellence, on va dire, académique et recherche et de pouvoir en faire une start-up qui se développe et qui crée des solutions pour l'économie réelle de manière efficace. Donc c'est vraiment débloquer des vocations à tous les niveaux. Voilà. Merci Isadora. L'économie réelle, encore une fois. Oui. Bertrand Badré, est-ce que tu es là? Oui. Bonjour. Oui, pas pour très longtemps, malheureusement, mais... Pardon? Je dis pas pour très longtemps, malheureusement, parce que je dois partir dans quelques minutes. Oui. Eh bien, désolé pour ce retard que ce panel a pris. Bertrand, c'est couteau suisse. Il a tout fait. Il fait partie en même temps de ces gens qui ont été aux commandes et qui sont les responsables de la finance internationale tellement décriée, des organismes internationaux. Et en même temps, chef d'entreprise, il a quitté le public ou l'institutionnel pour aller au privé. Et puis surtout, il a commis un ou deux ouvrages sur le thème de la finance peut-elle sauver le monde, et en rajouter un second tome qui est Sérieusement. Donc c'est assez étonnant comme mélange. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur ton sentiment. Justement, on parlait tout à l'heure du décrochage. À un moment donné, il y a plus d'hommes que de femmes qui poursuivent leurs études. Et comment est-ce que tu ressens, à la fois dans tes anciennes fonctions, les nouvelles, cette présence et ce qui peut manquer pour faire mieux? Alors, merci. Je suis très heureux d'être avec vous. J'aurais préféré être avec vous en réel, évidemment. Je travaille en fait sur un prochain livre qui est sur le leadership au masculin et au féminin. Donc ces questions me préoccupent au plus haut point. Je pense que sur ce sujet-là, on est à un moment très important. Ça fait pas mal d'années que la recherche académique, je l'ai vu à la Banque mondiale, travaille sur le thème. Promouvoir les femmes, c'est non seulement une bonne chose, mais une chose intelligente. Not only a good thing, but a smart thing to do.
Donc on écrit, on raconte, dans chaque projet, on rajoute quelque chose en disant il faut prendre en compte le gender. Combien de boards de la Banque mondiale j'ai vu, on disait il n'y a pas assez de gender. Donc il y avait une phase de socialisation qui est en train de, je crois, et j'ai écouté les deux intervenantes précédentes, de passer à une phase qui va au-delà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe de la socialisation entre gens qui se comprennent et qui disent tout ça est évident à des diffusions de pratiques, vraie adhésion. Il faut tirer du bout des lèvres, il faut le rentrer dans le cœur du système. Et pour les thèmes qui me sont chers, de même que, pardon pour le parallèle, de même qu'on parle de plus en plus du prix du carbone pour valoriser, pour intégrer la problématique climat dans les outils même de la finance, je pense qu'il y a une urgence à intégrer ces questions de diversité et d'égalité homme-femme dans les outils de la finance. De ne pas en faire juste quelque chose qui est laissé à je dirais, à la bonne volonté de certains, aux inclinaisons de tel ou tel. C'est quelque chose qui rentre dans le dur. On a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'extra-financier. On a une taxonomie sur le climat. D'une certaine manière, il faudrait avoir presque une taxonomie sur la diversité dans le dur, enfin la vraie diversité. Et pour moi, le débat qu'on a aujourd'hui avec Emerging Valley est important parce que ce qui se passe en ce moment en Afrique peut être aussi une forme de leapfrog. Alors, on parle de leapfrog dans les télécoms. Je pense qu'il faut qu'on puisse parler de leapfrog dans le genre et qu'on promeuve tout de suite, qu'on n'attende pas 50 ans dans les études, dans le soutien à l'entrepreneuriat, etc. L'idée que l'humanité ne peut juste pas marcher sur une seule jambe et que au-delà de l'éthique entre hommes et femmes, c'est une question, je dirais, de richesse. On ne peut pas se priver de 50% de notre richesse intellectuelle, culturelle, affective, émotionnelle, etc. Et donc, on est à un moment de cristallisation. Il faut qu'on sorte des débats entre nous pour que ce soit quelque chose qui soit totalement naturel. Ça va prendre encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et je pense que des travaux financiers sur comment intégrer ces problématiques dans nos modèles financiers, de même qu'une fois on réfléchit sur le carbone, on réfléchit sur la nature, réfléchissons, mais de manière très sérieuse, pour reprendre ce mot, à intégrer cette question de la place de la femme et de l'homme dans nos sociétés comme facteur qui conditionne, je dirais, non seulement le développement, mais la performance de l'activité économique. Merci. Est-ce qu'on peut dire que la femme est un homme comme les autres et autre chose, je retrouve... Alors, si on dit ça, il faut dire que l'homme est une femme comme les autres aussi. Attendez, allons-y progressivement quand même. Hein. Et merci Bertrand pour ce rappel et cet aspect encore de nécessité de coller au réel. Je suis obligé de vous abandonner, Yves. Oui, j'ai bien compris. Merci d'avoir en tout cas tenu cette obligation de temps et d'avoir accepté de participer à cette nouvelle édition d'Emerging Valley. Merci et à bientôt. Bon travaux à tous et un immense merci. Bravo. Asma Bouzaïdi, vous êtes là d'abord. Asma Bouzaïdi, petit problème de connexion. Eh ben, on essaiera de nouveau tout à l'heure. Je vais passer à ma voisine, Mariem Fagouraoui, c'est ça, qui est du Maroc et qui a un parcours tout à fait particulier, qui a créé Neoli, et qui est une marketplace artisanat qui a commencé à Marrakech, qui s'étend sur Fès, et qui est remarquable. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur le site Neoli, c'est extrêmement bien fait, et qui a cette particularité, et c'est intéressant sur le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'elle a commencé par être ingénieure civile, qu'elle a travaillé quelques années dans le BTP, et puis qu'elle s'est tournée, pour des raisons culturelles aussi, et de proximité de sa ville de Marrakech, vers l'artisanat. Donc, votre sentiment sur cette part féminine, sur ce qui se passe en plein l'artisanat, et je pense aussi beaucoup à ces associations de femmes que vous soutenez. Bonjour,
et je vous remercie pour l'invitation. Je suis heureuse d'être parmi vous pour ce panel qui met en avant la femme et qui met en avant l'entrepreneuriat féminin. Alors c'est vrai que j'ai commencé avec un parcours assez particulier. Avant de commencer mon parcours entrepreneurial, j'ai passé plusieurs années en salariat dans un métier qui quand même reste un métier masculin, même si j'aime pas dire le terme. Mais ce métier, effectivement, m'a appris qu'on peut vraiment s'imposer, qu'on peut vraiment faire tomber les croyances, mais surtout qu'on n'est pas obligé de suivre le modèle masculin dans notre approche managériale ou stratégique, mais au contraire, on peut mettre en avant et profiter de nos forces féminines, de nos spécificités féminines pour gérer les plus grands défis et les plus grands challenges. J'ai choisi d'aller vers l'artisanat et vers les artisans féminins ou masculins, mais l'artisanat de femmes très en particulièrement, parce que j'ai grandi dans la médina de Marrakech, donc j'ai dû côtoyer ces artisans. J'ai comme la responsabilité de leur transférer ce message, surtout en femmes, qu'on peut toujours être femme et entreprendre, qu'on peut toujours casser les barrières. Mais c'est juste qu'on a besoin des fois d'un peu d'accompagnement, on a juste besoin des fois d'être épaulé, d'être soutenu. De mon cas, j'ai eu la chance d'être accompagnée et d'avoir accès, même si j'ai eu accès à des études, contrairement à beaucoup de ces femmes. J'ai fait un parcours d'ingénieur, mais on a tous besoin d'être formés. J'ai eu l'occasion d'être accompagnée sur des volets financiers, des volets juridiques, ce qui m'a permis vraiment aujourd'hui de faire face à pas mal de challenges dans mon parcours d'entrepreneur. Mais ce que j'essaie effectivement de transmettre à ces femmes et d'aider à faire, qu'ensemble on peut vraiment changer les choses, qu'on a juste besoin d'un petit coup de pouce et que c'est possible aujourd'hui d'égaler les hommes ou de faire mieux des fois dans plusieurs domaines, sachant que l'entrepreneuriat féminin a toujours été là sur plusieurs formes et que c'est en train de beaucoup évoluer. Merci. Et là, on parle de l'économie du très réel, parce qu'on est dans la main de ces hommes et de ces femmes qui travaillent. Merci beaucoup, Myriam. Sachant en même temps que je regrette beaucoup pour vous que vous soyez coincé ici, parce qu'il n'y a pas d'avion pour rentrer au Maroc, et que Myriam est ici jusqu'au 31 décembre à l'hôtel. Ben, c'est pas rigolo, mais on est de cœur avec vous quand même. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous quand même. Merci, c'est gentil. Est-ce que Asma Bouzaïdi est en ligne? Est-ce qu'on peut me dire si la connexion a été faite? Alors, je suis en ligne, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, maintenant on vous entend. Merci et bonjour. Merci de nous rejoindre à partir de Tunis, je crois. Oui, exactement. Donc, Flat 6 Lab, c'est un drôle de nom d'ailleurs, est un incubateur, un accompagneur d'entreprises dans le digital. Et je crois que vous arrivez à suivre une centaine d'entreprises par an. Et que vous avez aujourd'hui investi quelque chose comme 85 millions de dollars dans un certain nombre d'entreprises. Alors, sachant que vous n'êtes pas que en Tunisie, mais vous êtes dans 7 pays, je crois au Liban, donc Égypte, Liban, Émirats arabes unis, Bahreïn, Saoudia, et puis j'ai peut-être oublié, voilà. Et Amman, Jordanie dernièrement. Tout à fait, ça je ne l'avais pas noté. Vous vous occupez de la Tunisie. Je vois aussi, comme tout le monde d'ailleurs, qu'il n'y a pas dans vos programmes et dans vos interventions, discours, conférences, de points particuliers sur la partie féminine. Et je trouve ça intéressant, parce qu'on travaille sur l'homme avec un grand H. J'ai aussi noté d'ailleurs que dans votre board de l'entreprise, sur 5 dirigeants, il y a 4 hommes. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu, vous, votre sentiment sur cette évolution que vous connaissez depuis maintenant quelques temps, la partie entrepreneur féminin, quelles sont ses tendances, quels sont ses blocages, voilà, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis ravie de
de faire partie de cette plénière à partir de Tunis. Comme vous avez dit, dans Flat Six Labs, juste pour l'anecdote, Flat Six Labs, c'est appartement numéro 6, puisque l'aventure a commencé en Égypte, et donc c'était dans un appartement numéro 6, donc tout simplement. L'aventure, elle a commencé en Égypte, et après on a fait une expansion. C'est vrai que peut-être au niveau du conseil d'administration, il n'y a pas... c'est pas assez représentatif, mais je peux vous assurer que l'équipe ici, elle est à 90% féminine. Donc, il y a peut-être 2 ou 3 hommes, ils se font rares dans l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque d'une façon générale. C'est-à-dire que la femme, elle est qualifiée, on la retrouve dans toutes les positions de l'entreprise, mais après, la retrouver dans des positions de prise de décision ou de management, où la numéro 1, une femme entrepreneur, ça reste quelque chose de très rare. Donc voilà. Mais après, nous, à Flat Six Labs, nous ne faisons pas réellement de discrimination positive, on va dire, ou on ne soutient pas plus les femmes que les hommes, on les soutient de la même manière. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sensibles à cette question-là. Pas du tout. Donc, nous faisons du tracking, on fait un suivi au niveau des statistiques, combien de femmes elles sont arrivées à notre accélérateur, combien elles sont sélectionnées, combien elles ont été accélérées. Et donc, la remarque première, c'est que déjà, le nombre de femmes à la base, quand elles arrivent, il est faible. Et donc, du coup, c'est pour ça que les efforts ce que nous faisons, en tout cas, nos efforts vont dans ce sens-là. Donc, on doit améliorer ou plutôt équilibrer notre pipeline. Donc, nous faisons énormément d'efforts en amont pour qu'elles puissent avoir accès au financement in fine. Donc, voilà. Donc, quand on dit des efforts en amont, ça veut dire les roadshows que nous faisons sont ciblés. Sont plus ciblés, disons. Les sessions d'information que nous faisons aussi sont plus ciblées. Les posts dans nos réseaux sociaux sont plus ciblés. Nous regardons, nous épluchons les candidatures que nous recevons pour voir un peu le rendu ou ce qu'elles demandent, ces femmes-là. Et donc, on remarque aussi que les pitch decks, les présentations qu'elles font, elles sont de moins bonne qualité que ce qu'un homme entrepreneur pourrait nous envoyer. Donc, du coup, nous faisons des sessions d'information dans ce sens-là, donc pour un peu remédier à ces défaillances-là. Donc, nous faisons des sessions d'information pour montrer aux entrepreneurs comment ils doivent mettre en place un pitch deck, comment ils doivent réfléchir à leur business model, etc., etc. Donc, toutes les problématiques que nous voyons, c'est des problématiques finalement, elles ne permettent pas d'être sélectionnées. Donc, nous essayons d'y remédier en amont. Donc, voilà. Donc, roadshow, session d'information, mais également, nous avons mis en place un programme. Donc, c'est un programme régional qui s'appelle Ebda'i. Ebda'i, c'est commence, conjugué au féminin en arabe. Donc, ça, c'est un programme régional et c'est un programme de pré-accélération qui vise les femmes. Et donc, c'est un peu pour insuffler le mindset entrepreneurial pour ces femmes-là. Donc, ça va leur permettre d'améliorer et de renforcer les capacités entrepreneuriales, leurs capacités entrepreneuriales, les aider à constituer et intégrer une communauté et un écosystème dont elles seront le centre. Les inspirer aussi avec des talk shows, etc. Et intégrer une composante digitale dans ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'intégrer une composante digitale, pour nous, c'est important. Parce que déjà, nous, en tant que Flat Six Labs, nous n'investissons que dans la tech et que dans les startups. Mais aussi pour elles, parce que la composante digitale, elles leur permettront d'aller plus loin, d'avoir des projets plus scalable et de viser plus loin. Donc voilà, donc c'est ça les efforts que nous faisons. Et donc, pour que, in fine, nos KPIs au niveau de l'entrepreneuriat féminin s'améliorent. Et voilà. Merci beaucoup, Esma. C'est en effet dommage de se priver d'une richesse. Avant de vous poser une question de conclusion,
Je vous propose de passer la vidéo du ministre Taleb Ould Sid Ahmed, qui est ministre de la Formation et de l'Éducation, de l'Emploi et de la Formation en Mauritanie. Est-ce que vous voulez bien la passer? Et puis on conclura ensuite. Oui, écoutez, pour ceux qui ont visité la Mauritanie ces 2 dernières années, ils vont certainement remarquer qu'il y a un regain, un intérêt particulièrement pour les startups dans notre pays. Je ne suis pas du tout étonné que des startupeuses comme Maman Diagana aient été retenues dans cette compétition extrêmement serrée, et parce que c'est un travail de fond qu'elles ont fait ces dernières années. Nous les avons suivis sur le terrain. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs rencontres avec des start-upers et des start-upeuses dans ce pays. Et Maman et les autres en font partie. Ce regain aussi est dû au fait qu'il y a une prise de conscience de plus en plus que l'emploi, l'entrepreneuriat, le leadership passe forcément par ce genre d'initiative, et que il est bien révolu le temps où l'administration, la fonction publique était le seul refuge pour donc tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi. Donc c'est véritablement un honneur, une fierté pour nous que d'avoir des jeunes start-upeuses donc, qui compétissent au niveau international avec les standards qui sont requis. Vous savez, l'accès des jeunes à l'emploi, pour nous, c'est un agenda politique et pour tous les gouvernements incontournable si vous voulez acheter la paix sociale, si vous voulez éviter donc les turbulences, les turpitudes sociales et politiques, surtout portées par les jeunes. Il faut absolument donner la possibilité aux jeunes d'accéder à l'emploi, d'accéder à des opportunités d'emploi, mais aussi de développement de compétences, d'autonomie. Et donc, en particulier pour les femmes, la question elle est pertinente, parce que dans notre pays, par exemple, le chômage est d'abord un phénomène urbain et un phénomène de jeunesse, et particulièrement un phénomène qui touche les femmes. Les femmes sont constituent la frange la plus exposée, la plus vulnérable, et la plus exposée au chômage de notre pays. Et donc développer des mécanismes, des approches et des programmes et projets qui permettent aux femmes de trouver leur place, d'accéder à des emplois, et pour nous véritablement très stratégique, pour nous incontournable. On ne peut pas avoir un développement sans donner aux femmes la place qu'elles méritent, parce que tout simplement elles le méritent. Et dans notre pays, les femmes sont connues pour leur leadership, sont connues pour leur capacité à innover, à imaginer des projets, à les exécuter de la façon la plus efficace possible. La femme dans notre pays donc, est connue également pour son honnêteté. Investir dans les femmes, c'est, je veux dire, c'est investir dans la société. Donc, pour nous, l'entrepreneuriat féminin est un outil particulièrement efficace pour venir à bout du chômage, en particulier chez les femmes. Je dois préciser dans ce domaine que à partir de janvier prochain, avec nos partenaires, en particulier l'Agence française pour le développement, nous sommes en train de monter un projet entrepreneurial avec quasiment 50% de ces financements et de ces appuis qui iront vers les femmes. Il faudrait vraiment qu'on soit clair là-dessus, sans perspective pour les jeunes, la jeunesse méditerranéenne, mais la jeunesse africaine de façon globale. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de stabilité dans nos pays. Il faut absolument que ce soit très clair là-dessus. Si vous revenez il y a encore 5, 6, 7 années en arrière, avec même 10 ans, avec l'émergence des révolutions que nous avons connues un peu partout, le moteur essentiel de ces révolutions, c'était les jeunes qui étaient les fers de lance. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même un ras-le-bol par rapport à l'exclusion dont sont victimes cette jeunesse, donc les jeunes.
Et donc, je pense que tout le monde, les gouvernements méditerranéens, l'Afrique gagnerait beaucoup à investir dans sa jeunesse parce que nous n'avons pas le choix, parce qu'ils sont les plus nombreux. Le croît démographique montre clairement que les jeunes, en tout cas la pyramide des âges, les jeunes donc sont les plus nombreux. Dans notre pays, les moins de 25 ans constituent quasiment la moitié de la population. Donc, vous ne pouvez absolument pas ignorer des politiques publiques qui donnent la place aux jeunes, qui développent l'autonomisation des jeunes, qui leur donnent aussi la possibilité d'avoir leur parole dans l'espace politique, dans l'espace public, parce que ce sont eux, demain, donc, qui vont diriger ces pays. Donc, en résumé, il faut absolument que les gouvernements mettent en place des programmes d'autonomisation des jeunes, des programmes de développement des compétences des jeunes et leur donnent également la possibilité de pouvoir s'exprimer, d'avoir leur parole en ce qui concerne les décisions politiques majeures qui engagent l'avenir de nos pays. Merci, d'autant plus heureux d'avoir écouté un ministre mauritanien que, je vous le rappelle, la Africa-Link est présidée par une société africaine qui est la Banque pour le commerce et l'industrie et que je représente à ce titre comme président. On a explosé le compteur, bien évidemment. Peut-être une chose, vous allez pouvoir répondre par oui ou par non. Est-ce que le développement de l'entrepreneuriat féminin et de la place des femmes dans notre monde ne dépend pas avant tout des femmes qui éduquent leurs filles et qui sont souvent des facteurs bloquants du dépassement de cette barrière qu'il y a pour passer plus loin? Alors, vraiment en 3 mots, hein, vous pouvez juste dire oui ou non, parce que sinon ils vont me gronder. Et Isadora, le micro ne marche pas? On est coupé? Ah non. Merci. En 1 minute, moi, j'ai plutôt envie de dire que le changement, il passera par l'éducation des garçons à assumer aussi leur part féminine, parce qu'en fait, finalement, on parle d'hommes et de femmes, mais c'est plutôt des valeurs féminines et des valeurs masculines qu'il faut réidentifier et qu'on porte tous en nous, en fait. Et d'une certaine façon, sortir du schéma d'identifier, par exemple, les sciences dures, ce serait pour les garçons, et les filles, elles seraient plutôt attirées par l'esthétique et le care. Vous voyez, c'est sortir de ces croyances-là, parce qu'en fait, c'est pas tellement éduquer ses filles, c'est plutôt éduquer ses garçons, en fait, à se dire qu'on a... L'idée des valeurs, c'est en effet... Si je dois répondre très court, bon complément. Ce serait l'éducation des filles et aussi des garçons. Le message est passé. Asma, peut-être. Asma, vous êtes là? On vous a coupé aussi? Non? Mariam? Je vous entends bien, je vous entends. Alors allez-y, on vous écoute très très brièvement. Désolé, mais c'est les règles du jeu. Oui, mais clairement c'est culturel. Donc c'est à partir du foyer familial, c'est à partir de l'éducation que nous avons. Donc oui, ça dépendra des femmes et des hommes qui élèvent leur progéniture. Donc ils doivent les élever dans ce sens-là. L'éducation, encore une fois. Myriam? Moi, j'ai envie de dire que je suis vraiment d'accord parce que ça me rappelle vite fait un peu mon modèle. J'ai grandi avec une femme qui s'occupait de tout, qui était l'homme et la femme en même temps. Donc pour moi, c'était automatique que c'est la femme que la femme peut tout gérer, que la femme peut être à la fois entrepreneur, être mère de famille, être tout à la fois. Donc je pense que oui, c'est une question d'éducation aussi des femmes, mais je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Madame Isadora, que c'est aussi une éducation d'hommes. Merci, on se rejoint. Karima? Très brièvement, je vais un peu changer la direction de ma réponse, vu que tout le monde a déjà dit la culture et l'éducation. Je vais vous dire aussi qu'il faut changer les critères d'investissement dans les entreprises. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneuses, on ne va pas rester sans rien faire. On ne va pas investir dans des entreprises qui ne doivent pas être fondées par des femmes, mais qui donnent du pouvoir aux femmes à monter leur propre boîte ou leur propre activité commerciale, comme le social commerce. On a vu avec des investissements dans une boîte comme Primor, qui fait partie de Flat Six Labs, par exemple. C'est une des
des alumni de Flatix Labs, et Faori a investi aussi dans cette boîte. Et juste pour finir, je veux juste vous dire que le rôle que Flatix Labs a joué dans l'écosystème égyptien était pionnier. Et peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais Asma, elle représente un catalyste de l'écosystème d'entrepreneuriat. Et je suis très ravie de voir cette représentation à Tunis et partout maintenant dans la région. Merci Karima. Désolé, on a envie de dire plein de choses et on n'y arrive pas. Il reste du chemin à faire pour que l'homme soit une femme comme les autres ou que la femme soit un homme comme les autres. Merci en tout cas de votre participation. Avant on close cette conférence, je voulais juste vous dire qu'on va vous passer un message de Wilfried Dorrego, qui est le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui va nous présenter Pass Africa, qui est un projet très intéressant et qui rejoint évidemment nos préoccupations d'entrepreneuriat et donc d'entrepreneuriat féminin. Merci. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité d'introduire vos échanges, même si, bien entendu, j'aurais préféré être physiquement parmi vous. Le CPA a réalisé, comme vous le savez, un tour de France de l'entrepreneuriat des diasporas avec BPI France entre septembre 2020 et février 2021 pour aller à la rencontre des entrepreneurs de la diaspora. Ces débats ont mis en évidence des défis et le Pass Africa a été construit avec les entrepreneurs pour y répondre. Le Pass Africa a pour objectif d'accélérer le développement des entrepreneurs à fort potentiel entre la France et l'Afrique. Concrètement, c'est un parcours unique et prioritaire créé au sein de BPI France à Paris et dans ses directions régionales avec plus de 80 partenaires. C'est tout un écosystème qui s'est mobilisé avec le CPA partout sur le territoire pour les entrepreneurs de la diaspora dans les domaines de l'investissement, de l'accompagnement, du financement, de l'assurance, de la garantie et du soutien à l'innovation. Ce sont aussi des formations, du coaching, du conseil qui sont fournis tout au long de l'accompagnement. Je pense à l'ESSEC Business School, au cabinet d'avocats Auguste Debouzy, à la société d'investissement Afrique Invest, tant de partenaires impliqués. C'est enfin une communauté mobilisée et connectée pour des opportunités de réseau, de communication et de partenariat. Un accès aux grands rendez-vous franco-africains, une visibilité augmentée dans les médias et une communauté digitale regroupant plus de 14 000 sociétés, 2 000 investisseurs et 1 500 structures d'accompagnement entre l'Europe et l'Afrique. Le Pass Africa, ce sont aussi des liens tissés directement avec les institutions africaines, dernièrement avec le ministère en charge de la jeunesse de Côte d'Ivoire et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes pour créer un parcours fléché qui commence en France avec BPI France et nos partenaires nationaux et qui se poursuit dans les pays africains. Si le Pass Africa a pour but de faire émerger les prochains champions économiques entre la France et l'Afrique, il a aussi une mission d'inclusion, car les lauréats du Pass Africa incarnent pour les plus jeunes entrepreneurs des exemples de réussite et des rôles modèles inspirants. C'est pourquoi le CPA a lancé en avril dernier un programme de mentorat qui a été intégré dans le dispositif du Pass Africa. Ceux qui bénéficient de ce label ont la mission d'accompagner ceux qui débutent, notamment issus des quartiers prioritaires, pour les coacher, les inspirer, leur montrer que c'est possible. À l'occasion du lancement de la saison 2 du Pass Africa lors du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier, pour laquelle il est encore temps de postuler, nous nous sommes associés au programme Meet Africa de l'AFD et Expertise France pour que les jeunes lauréats de Meet Africa puissent être mentorés par nos entrepreneurs du Pass Africa. Je remercie encore l'AFD et Expertise France et bien entendu BPI France qui est partenaire du Pass Africa, ainsi que toutes les équipes pour leur implication et leur travail pour faire de l'entrepreneuriat une voie d'avenir pour tous.
Je vous remercie.